que je compte faire, c'est un peu parler de la question de la participation électorale, qui est une constante depuis 1989, une participation en baisse. Ensuite, je vais un peu analyser les résultats, mais surtout les présenter. Et ensuite, aborder la question de quelles seraient les perspectives pour un second tour, qui est plus que jamais très très serré et incertain. Donc, si on parle de la participation, il faut dire qu'au Chili, tout d'abord, le vote est obligatoire, mais l'inscription au registre électoral est volontaire. Donc, ça veut dire que l'inscription n'est pas automatique, donc la population de voter ne cesse d'augmenter. Le nombre d'inscrits s'est maintenu assez constant et arrive à peine à se renouveler. Cette année, il y a eu environ 200 000 nouveaux inscrits, mais qui n'ont pas réussi à combler ce sorte de déficit. Et ensuite, on a quand même une part d'abstention, des gens qui sont inscrits qui ne votent pas, environ entre 250 000 et 500 000, c'est assez variable. Et ensuite, bien sûr, des votes nuls et blancs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 2 millions de jeunes entre 18 et 29 ans qui ne votent pas, qui ne sont pas inscrits. Et en fait, on a des listes électorales qui sont vieillissantes. Aujourd'hui, la tranche moyenne de l'électorat chilien se situe entre les 40 et les 45 ans. C'est la classe en fait, qui concentre le plus grand nombre d'électeurs. Et en fait, ce schéma montre très bien comment, en fait, c'est un patron qui vieillit, enfin, ce sont des listes électorales qui vieillissent et que maintiennent, en fait, aident à maintenir aussi une certaine structure de vote qui n'a pas vraiment évolué depuis 89. Passons au résultat. Donc, dans ce premier tour, vous le voyez, Sébastien Piñera a été largement en tête. Le candidat de la droite, c'est un candidat de la Rénovation nationale, c'est la droite qui n'est pas forcément pinochetiste. Lui-même, il s'est présenté pendant toute la campagne comme un opposant à la dictature, enfin, en tout cas à la fin de la dictature. Il a voté non lors du plébiscite de 88. Et il faut dire aussi que pendant toute la campagne, il a essayé de maintenir dans les marges de sa communication politique la UDI, le parti de la droite, enfin de l'extrême droite, qui est très lié aux élites catholiques, à certains sectes catholiques comme les Opus Dei, et en fait, qui sont très 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 conservateurs, donc qui auraient freiné en fait une poussée de son électorat, surtout de centre. Ensuite, le candidat de la consultation, Frey, a fait le pire score obtenu par la consultation depuis 89. Donc il a fait une campagne assez désordonnée, assez molle, enfin, sans gros enjeux, sans une communication politique claire, sans de véritables lignes programmatiques bien fondées. Sans forcément avoir un leader dans son commande de campagne. Ce qui s'est ressenti dans l'organisation des équipes, il y a eu pas mal de problèmes internes qui ont apparu sur la scène publique. Ensuite, on note la candidature de Marco Enrique Sominami qui a fait un score plus élevé que celui qu'on attendait. On attendait qu'il allait obtenir entre 16 et 18%. Il a fait 20%. C'est un candidat qui est quand même issu de la concertation et qui est parti en fait de cette coalition au moment où cette coalition n'a pas voulu lui proposer des primaires et qui a en fait canalisé un vote qui n'est pas forcément anti-concertation mais qui veut une concertation un peu différente. Si on peut dire comme ça. Et ensuite, à gauche, un autre candidat qui est quand même issu de la concertation, qui était ministre de Elwin et de Frey, Jorge Arrate, qui obtient 6,21%, qui est un score qui reste dans la moyenne de la gauche qu'on appelle extra-parlementaire, mais qui est en hausse quand même, qui est en hausse vis-à-vis de 5 et quelques pourcents de Hirsch en 2005. Au niveau de la Chambre de députés, la première chose, c'est qu'il y a un certain équilibre. Donc la UDI devient le premier, redevient, puisque c'était déjà le cas, le premier parti en termes de représentation parlementaire dans la Chambre des députés.
Ensuite, la concertation a passé un accord, parce que le système binominal au Chili garantit 2 majorités. Et en fait, bon, on va pas entrer après dans les questions, dans le détail de ce système, mais grosso modo, c'est un système majorité renforcée, en fait, qui ne permet que l'existence de 2 grosses majorités, de 2 premières majorités en tout cas, et qui exclut les petites coalitions. Et en fait, dans ce cas-là, on observe que le Parti communiste a obtenu 3 sièges, des sièges qui ont été obtenus grâce à un accord avec la concertation. C'est la première fois que les communistes arrivent à la Chambre des députés depuis 1973, en fait. Et ensuite, on a quelques candidats indépendants. Donc, il y a un vrai équilibre. La concertation garde quand même un certain équilibre de blocage, parce que les indépendants et les régionalistes ne votent pas comme au sein des coalitions. Donc, ça reste vraiment moitié-moitié et c'est très divisé. C'est un peu déjà le cas aujourd'hui. Au Sénat, sur les 18 sièges qui ont été renouvelés, cette année sont renouvelés les sièges des régions impaires, donc la moitié. La concertation garde la majorité au Sénat, une majorité de blocage au cas où la droite emporterait les présidentielles et qui entre dans une logique de continuité en termes du fait que le parti qui sera au pouvoir sera obligé de mener une politique assez consensuelle, ce qui est déjà le cas depuis 1989. Puisque la concertation, quand elle arrive au pouvoir, elle a eu constamment un Sénat de droite, et jusqu'au moment de la fin des sénateurs désignés par le président de la République. Concernant le second tour, je pense que ce schéma est c'est le plus parlant en fait des questions, des incertitudes que l'on a aujourd'hui. Dans les 2 premiers camemberts, on voit, dans les deux secondes camemberts, on arrive à voir, parce que si ça marche. Donc, dans ces 2 camemberts, on voit les résultats en pourcentage nationaux des élections de Sénat pour les sénateurs et les députés. Donc, on note que la droite a continué à percer, c'est un peu la tendance qu'on note depuis 1989, mais qu'elle atteint une limite, un certain sommet, le fameux techo, autour des 42, entre 42 et 44%. On voit que la concertation a obtenu un score qui certes est plus faible que celui des élections précédentes, mais qui reste quand même stable et qui est tout à fait asymétrique si l'on voit les résultats obtenus dans les présidentielles. Et en fait, on note que le candidat Enrique Sominami n'a pas réussi à avoir aucun député, donc il n'a pas du tout de représentation parlementaire et qu'il a obtenu un très faible score dans les élections de députés. Et en fait, ce qui va être intéressant, et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est bien sûr comment passer les votes des voix électorales de Minami. Donc pour le second tour, les 2 stratégies qui semblent d'un côté, pour la concertation et pour la droite, qui semblent, tout va se jouer autour de la polarisation. C'est-à-dire que la concertation a lancé comme consigne de polariser au plus la campagne, puisque le candidat de l'Alliance aura vraiment du mal à percer dans le centre s'ils sont très associés à la UDI, qui est quand même un parti qui reste largement pinochetiste. Et en fait, d'autre part, la concertation va essayer aussi de capturer tous ces votes, tous ces voix en fait qui appartiennent à Minami et que Minami même sont donné consigne de vote. Il n'a pas donné consigne de vote, mais il a quand même dit que si la droite gagnait, ce serait un retroceso historique. Donc, c'est quand même une consigne de vote. Et donc pour le coup, en fait, tout l'enjeu, ça va être de voir comment se partager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mathématiciens qui essayent d'aborder cette problématique, et on serait en fait face à un second tour très très serré qui se définirait à pas plus de 1 ou 2 points.